Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, chers amis, camarades, c'est un véritable honneur et un grand plaisir de m'exprimer ici. Je suis heureuse de voir que vous êtes si nombreux à avoir répondu à l'appel de créer un plan B pour les peuples d'Europe pour restaurer la démocratie, la souveraineté populaire et la justice sociale en Europe. Je sais que vous êtes nombreux à parler anglais, c'est pour cela que je vais m'exprimer en anglais. En revanche, puisque je suis à Paris et puisque j'ai reçu un accueil très chaleureux, puisqu'on s'occupe très gentiment de moi depuis que je suis arrivée, surtout parce que Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche et le Front de gauche s'occupent très gentiment de moi et ont réussi à convoquer une nouvelle réunion après les attaques, les assassinats du mois de novembre, je me sens obligée de passer un petit peu au français pour dire quelques mots et puis je repasserai à l'anglais. Messieurs, chers amis, chers camarades, il est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous et avec autant d'entre vous à avoir répondu positivement à notre appel pour lancer un plan alternatif pour l'Europe afin de rétablir la démocratie et la justice sociale au sein de l'Union européenne et de garantir la prospérité de ses peuples. Nous sommes ici 2 mois et demi après les attentats meurtriers de novembre dernier pour démontrer notre persistance à se réunir pour servir les peuples d'Europe. Nous sommes ici 2 mois et demi après les attentats contre la citoyenneté, la liberté, la vie humaine, pour manifester notre solidarité et notre soutien à toutes les victimes des atrocités, y compris aux victimes des atrocités économiques qui provoquent la misère, le désespoir, la peur. Nous sommes ici pour démentir ceux qui veulent une Europe paralysée sous le poids épouvantable de la crise économique et sous l'angoisse de la terreur, une Europe incapable de devenir territoire d'accueil et d'abri pour toute personne qui cherche un refuge de protection de la guerre, des persécutions politiques, des discriminations, de la famine. Nous sommes ici pour prouver que l'espoir peut l'emporter sur la peur, mais aussi pour prouver que les peuples européens peuvent devenir maîtres de leur avenir. Il suffit de le décider. Quand Jean-Luc Mélenchon m'a téléphoné fin août dernier pour me demander de signer cet appel pour un plan différent pour l'Europe, la démocratie dans mon pays, la Grèce, était sous attaque. Les créanciers de la Grèce avaient obtenu la signature d'Alexis Tsipras sur un plan de désastre et de destruction de la société, du peuple, des jeunes générations. Ils avaient imposé un programme pire que celui rejeté par le peuple grec lors du référendum du 5 juillet 2015, qui s'est exprimé librement et a voté non par 62% des voix, malgré les circonstances de chantage économique et politique, puisque le référendum a été effectué avec les banques fermées suite au refus de la Banque centrale européenne d'accorder la liquidité pour 1 semaine. Nous qui avons voulu résister au chantage et insister à honorer le mandat populaire, nous nous sommes trouvés sous atteinte par le gouvernement même que nous avions soutenu. Des élections précoces et anticonstitutionnelles ont été provoquées par le gouvernement et les créanciers pour en finir avec les membres du Parlement qui ont voté non au 3e mémorandum et aux mesures d'austérité. C'étaient des élections sans précédent, effectuées dans les plus courts délais, justement pour ne pas permettre la formation d'une nouvelle force politique et pour ne pas permettre aux citoyens de décodifier ce qui s'est passé. Et c'était des élections qui ont amené à une abstention
sans précédent historique en Grèce, puisque presque 50% des voteurs se sont abstenus. Dans ces conditions, l'équipe gouvernementale a réussi à gagner, même si environ 350 000 personnes, c'est-à-dire 1 sur 4 voteurs qui avaient voté pour Syriza en janvier 2015, n'a pas fait le même en septembre. Et comme il était attendu, la tentative de lancer un nouveau parti politique créé en une nuit et organisé en moins d'une semaine n'a pas, je parle de l'unité populaire avec laquelle j'ai coopéré en tant que candidate indépendante, n'a pas abouti à une introduction au Parlement. Désormais, Tsipras gouverne la Grèce sans vraie opposition parlementaire et s'est transformé à celui qui achève le coup d'État de l'été dernier, en introduisant les lois les plus antisociales, les dispositions les plus néolibérales, tout en répétant qu'il n'y a pas d'alternative, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Sauf que lui, il a été élu en janvier sous la demise qu'il y a des alternatives et que ce ne sera pas la peur, mais l'espoir qui gagnera. C'est pourquoi la trahison du peuple grec par Tsipras est encore plus grave, parce qu'il risque de tuer l'espoir dans toute l'Europe. Heureusement, il n'y a pas que ceux qui ont préféré le pouvoir au prix de trahir le peuple et l'espoir. Il n'y a pas que ceux qui étaient prêts à faire tout ce qu'ils avaient renoncé et combattu. Il n'y a pas que ceux qui pensent qu'il vaut mieux se soumettre au diktat des institutions qui jouissent d'absolument aucune légitimation démocratique et cherchent à exercer le pouvoir contre les peuples et contre les sociétés européennes. Il y a nous tous qui sommes prêts à nous convenir, à travailler et à nous battre pour regagner la liberté, la démocratie, la dignité, les droits de l'homme. Il y a nous tous et au-delà de nous, d'autres et encore d'autres, et surtout des jeunes qui partagent la conviction que nos vies nous appartiennent et que ce sera nous, les peuples, qui concrétiseront le contenu de notre avenir. Il y a nous tous et au-delà de nous tous, d'autres et encore d'autres, et surtout des jeunes, qui ne sont pas prêts à faire cadeau de nos vies et de notre avenir au FMI, à la Banque centrale européenne, à la Commission européenne, à l'Eurogroupe, qui ne sont pas prêts à rembourser des dettes qui ne sont pas les nôtres, qui n'ont pas été créées pour servir l'intérêt public. Il y a nous tous qui ne permettront pas que les jeunes générations en Europe soient sacrifiées pour que les banques soient sauvées. Il y a nous tous qui n'accepteront pas que la démocratie soit tuée pour instaurer un autre régime autoritaire et totalitaire, celui de la bancocratie et de la détocratie. Il est notre devoir de résister, il est notre droit de nous défendre. C'est pourquoi je suis ici, c'est pourquoi j'ai accepté la proposition de Jean-Luc, c'est pourquoi je pense que les initiatives comme le nôtre constituent un élément essentiel et vital pour la lutte à mener dans les mois et dans les années qui viennent en Europe. Une lutte qui démontrera que les hommes sont plus forts que les banques, que le peuple est plus fort que la finance, que la vérité est plus forte que la propagande. Merci.
Let me now go back to Je vais maintenant repasser à l'anglais permission. avec la permission de mes amis français et je vais venir en venir à la question de l'obstacle principal, c'est-à-dire un régime non démocratique, un état permanent d'urgence économique qui a été conçu et qui devra à la fin écraser les droits fondamentaux, les libertés et la démocratie en Europe tels que nous les avons connus. Cet état permanent d'urgence non démocratique a été créé en Europe en instrumentalisant la crise économique, en instrumentalisant l'austérité et en refusant les liquidités aux banques, tout ceci permettant d'écraser les processus parlementaires, en abolissant les libertés, en subordonnant les populations à cette dictature de ces institutions qui n'ont aucune légitimité démocratique, qui sont ni transparentes ni comptables de leurs actes, le groupe, la Banque centrale européenne et la Troïka, entre autres. Donc, président du Parlement de février en septembre 2015, j'ai refusé de laisser notre Parlement l'otage des créanciers de la Grèce. J'ai refusé d'accepter que des forces autres que les représentants élus du peuple aient la possibilité de rédiger et décider des mesures votées par le Parlement sans lecture préalable. J'ai refusé de changer de vue politique, de renoncer à mes engagements, de changer de position pour satisfaire les créanciers du pays. On m'a pourchassé. On m'a traqué pour avoir créé un comité parlementaire pour auditer la dette de la Grèce, un comité qui a déclaré cette dette illégitime et insoutenable. Je suis là pour prouver que l'obéissance et la subordination ne sont pas les seules solutions. Je suis aussi venu vous dire que, avec votre aide, nous pourrons travailler tous ensemble pour éviter que le sort qu'a connu la Grèce soit réservé à quelque autre pays d'Europe que ce soit et que l'on ne connaisse plus jamais ce genre de situation. C'est de mon devoir de parler de la manière dont on a, à plusieurs reprises, détruit la démocratie en Grèce sous prétexte qu'il y avait une crise économique et sous prétexte que le pays était surendetté. J'insiste sur le cas de la Grèce parce que c'est la Grèce qui devait servir de cobaye dans cette expérience pan-européenne permettant de s'éloigner des principes démocratiques et des droits de l'homme et de se rapprocher d'un régime d'un nouveau type où on permettrait au marché et à la concurrence de dicter les comportements des hommes et des femmes. Un régime tel que le nôtre ne peut pas accepter un régime qui ne s'intéresse qu'à la compétitivité et non à la règle de droit. Ce régime a déjà été exporté ailleurs en Europe, au Portugal, à Chypre, en Irlande. Et nous allons assister à son importation dans les traités européens et dans les traités transnationaux comme le TPIP et ça. J'insiste sur le cas de la Grèce parce que l'écrasement de la démocratie en Grèce sert une ambition pervertie. Il s'agit d'écraser la démocratie dans son berceau et d'éliminer complètement, de balayer tous les principes sur lesquels était fondée l'Union européenne, une union d'États souverains égaux réunis pour assurer la prospérité de leur peuple. J'insiste sur le cas de la Grèce parce que la Grèce est également le pays où l'expérience a échoué à plusieurs reprises grâce à la persévérance et l'opiniâtreté des Grecs qui, à maintes reprises, se sont avérés bien plus courageux que leurs dirigeants. J'insiste sur la Grèce parce que, dans la réalité, on constate que la Grèce est un reflet de l'Europe de l'avenir si nous ne prenons pas les mesures nécessaires aujourd'hui et de manière décisive. C'est le portrait de la France de l'avenir si nous n'agissons pas, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires et
sans hésiter. Et afin d'agir de manière décisive, il va falloir partager nos connaissances des situations et de l'histoire récente et contemporaine. Si les peuples grecs avaient su ce qui s'était passé dans les pays d'Amérique latine dans les années 80, s'ils avaient bien connu ces évolutions, ils auraient été mieux armés pour se défendre, ils auraient été moins vulnérables lorsqu'on a essayé de leur imposer toutes ces mesures qui ont eu pour effet de les marginaliser. Depuis 2010, la démocratie en Grèce a progressivement été mise sous cocon. Et ce qui a été installé, le régime du mémorandum, ce régime créé en mai 2010, eh bien, ce régime où l'État grec et la Troïka, le gouvernement grec et la Troïka se sont mis d'accord, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI et le gouvernement de la Grèce se sont mis d'accord et la Grèce est devenue la débitrice de cette troïka. Il s'agit d'adopter des politiques qui sont entérinées dans le mémorandum. Il s'agit d'obliger la Grèce à rembourser sa dette. Le Parlement doit légiférer en dehors de tout mandat populaire, en dehors de tout respect pour les droits de l'homme, doit mettre en œuvre ces politiques et la troïka, représentée par des personnes non élues, a le pouvoir de mettre la politique grecque sous. Comment en sommes-nous arrivés là? En 2008, lorsque la crise internationale économique a commencé, les Grecs se sont entendus dire par leur gouvernement et aussi par les représentants du système bancaire et au vu et au su des partenaires de la Grèce, se sont entendus dire que la crise ne toucherait jamais le pays parce que le système bancaire était parfaitement stable et parfaitement résistant et ne serait jamais contaminé par ses obligations toxiques. Eh bien, en 2010, les Grecs se sont entendus dire par le gouvernement Papandréou que l'économie grecque était en train de couler comme le Titanic, que le pays était surendetté et que nous étions au bord de la faillite. Et il nous a fallu faire des sacrifices pour sauver une économie qui avait été détruite par deux partis au pouvoir pendant 36 ans. Dans la presse internationale, on a décrit les Grecs comme paresseux, corrompus et vivant au-dessus de leurs moyens. On les a menacés. Chaque fois qu'il y a eu des élections, on les a menacés en leur disant que si on devait élire un parti autre que celui qui avait l'intention de détruire le pays, entraînerait le pays vers le gouffre. Et on a dit aux Grecs que tout processus autre que le référendum était déstabilisant pour l'économie. En 2011, après des soulèvements massifs contre le régime du mémorandum, après la floraison des mouvements sociaux en Grèce, y compris un mouvement social très original pour auditer la dette grecque, et après que le Premier ministre ait suggéré qu'il pourrait y avoir un référendum, on a soumis le peuple à un gouvernement non élu sous la direction de l'ancien vice-président de la Banque centrale européenne, M. Papadimos, qui était présenté comme le sauveur du pays de l'économie. Le gouvernement, soutenu par les deux partis qui étaient en alternance depuis 37 ans, PASOK et la Nouvelle Démocratie, et un parti de l'extrême droite appelé Laos, eh bien, ce gouvernement non élu a entrepris la signature d'un deuxième mémorandum qui, tout comme le premier, n'a jamais été ratifié par le Parlement, mais a été soumis à l'état de projet à la procédure tout à fait extraordinaire de l'urgence extrême en février 2012. En mai 2012, il y a eu des élections lors desquelles les Grecs ont été menacés s'ils devaient voter pour Syriza, le parti qui luttait contre le mémorandum et le régime d'austérité, qui demandait que la démocratie soit réinstaurée dans le pays et qui faisait campagne pour un audit de la dette, effacement de la dette et moratoire sur les paiements jusqu'à ce que la croissance reprenne en Grèce. Eh bien, une solution analogue à celle qui a été décidée pour l'Allemagne en 1953. Voilà
ce pourquoi Syriza se battait, c'est-à-dire pour les mêmes conditions qu'on a faites à l'Allemagne qui avait perdu la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, après 2 élections consécutives, en mai et en juin 2012, le gouvernement Samaras a été formé et il s'agissait d'une nouvelle alliance entre les 2 partis, toujours les mêmes, Nouvelle Démocratie et PASOK, avec l'addition d'un 3e parti, la gauche démocratique. Le régime des mémorandums, au lieu d'être progressivement éliminé, a été renforcé et aggravé pendant presque 5 ans, de mai 2010 jusqu'en décembre 2014, époque à laquelle ce gouvernement a été dissous. Ce ne sont pas les Grecs qui se sont sacrifiés, mais plutôt le gouvernement qui a sacrifié les Grecs pour se sauver au prétexte qu'il s'agissait de sauver l'économie et le pays et réduire la dette. The memoranda of understanding were also called adjustment programs and even bailout programs. The first MOU, Memorandum of Understanding, was signed in May 2010, the second in February 2012. None of them were thoroughly discussed in Parliament. Unfortunately, there was a third memorandum, the one that Syriza Le mémorandum avec le parti auquel j'appartiens et que notre parti avait promis de ne jamais signer. Et ses leaders l'ont signé et l'ont amené au Parlement en août dernier grâce à des procédures extraordinaires et qu'il est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Par conséquent, on a mis en place un programme d'ajustement, soi-disant. Et ce qu'ils veulent dire réellement par un programme, c'est tout simplement à notre régime politique dans lequel des garanties constitutionnelles de base et le principe démocratique sont violés, ainsi que les droits fondamentaux du peuple. Le programme consiste en mesures d'austérité qui, parmi d'autres choses, comprennent la destruction des lois du social, les garanties, des réductions des dépenses publiques, des réductions des emplois dans le secteur public, des augmentations d'impôts, la création d'impôts, la privatisation d'entreprises publiques, notamment les entreprises les plus publiques, et des soi-disant réformes structurelles qui entraînaient la fermeture, la fusion ou la destruction d'infrastructures publiques et d'entreprises telles que la radio ou la télévision nationale. Ces mesures ont poussé l'économie dans une récession profonde et ont effectivement empêché de jouir des droits fondamentaux, comme cela a été indiqué par l'expert international des Nations Unies sur l'effet des dettes étrangères sur les droits de l'homme en 2012-2013, dans le rapport de 2012-2013 et dans la conclusion préliminaire de décembre dernier, après avoir visité le pays. Depuis 2012, il y a eu plusieurs décisions. 7, en fait, décisions prises par le Comité social européen qui trouvaient que la Charte européenne sur les droits sociaux ont été violées dans le cas de la Grèce. De même que plusieurs décisions par des tribunaux nationaux qui disaient la même chose. La Communauté nationale des droits de l'homme, un organe indépendant, consultatif de l'État, a fait plusieurs déclarations qui indiquaient que les mesures d'austérité adoptées en Grèce étaient en violation des mécanismes européens et internationaux et des obligations de l'État. Tout cela a donné lieu à des taux de chômage incroyables, des nombres de personnes sans domicile fixe, la pauvreté, l'inégalité, l'exclusion sociale, en réduisant sévèrement l'accès à des services publics tels que l'éducation, les soins de santé et la justice, contrairement à ce que constitue la Grèce, mais aussi les obligations de l'Europe, du FMI et autres. Je vais vous donner quelques autres facteurs. Les taux de chômage ont augmenté de 9,7 % en 2009 pour atteindre 27 %
en 2015, avec le chômage parmi les jeunes qui atteignait le chiffre sans précédent de 60% parmi les jeunes hommes et 72% parmi les jeunes femmes. Ce qui veut dire 1,5 million de chômeurs dans une population active de 3,5 millions. Des centaines de milliers de jeunes, et surtout des jeunes savants, ont dû quitter le pays, ne pouvant trouver un emploi dans leur pays. Une épidémie de suicide avec la perte de milliers de vies par désespoir, presque 300 000 foyers sans électricité pendant des mois ou même des années, et plusieurs décès parmi les jeunes, les anciens, les enfants ont été signalés en raison de la suffocation ou de feu, des incendies en utilisant des systèmes de chauffage fabriqués par soi-même. Un demi-million d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des écoles ont fonctionné sans livres, sans chauffage et dernièrement sans professeurs. Et des jeunes élèves sont souvent, on trouve que souvent il y a des jeunes qui s'évanouissent à l'école. Il y a une infirmière pour 40 patients dans les hôpitaux. Et les employés, la dernière fois qu'ils ont manifesté, lors d'une manifestation, il y avait la police en grand nombre qui les empêchait de passer devant le Parlement. Et c'est là que j'ai dû intervenir en tant que président du Parlement pour dire que c'est un droit fondamental de ces gens de manifester et exiger le respect de leurs droits. Des patients souffrant de cancer ainsi que de VIH n'avaient pas accès à des médicaments pour combattre la maladie. 44,8% des retraités recevaient une retraite qui était bien inférieure au seuil de pauvreté, un pourcentage qui va être multiplié avec la nouvelle loi sur la sécurité sociale mise en place par le gouvernement de Tsipras qui va réduire la retraite pour la 12e fois. Il y a un débat au Parlement actuellement sur cette initiative et ce sera tenu mardi prochain. Des centaines de milliers de PME ont été fermées. Et ce nombre va gonfler, alors que les indépendants doivent payer des pourcentages insupportables de leur chiffre d'affaires. Cela peut représenter jusqu'à 90% de leurs revenus en contribution, cotisation à la contribution à la sécurité sociale et en impôts. Le pays a perdu 25% de son PNB. Tout cela suite à des lois acceptées par le Parlement de manière anticonstitutionnelle, antidémocratique, avec des lois compilées en plusieurs centaines de pages, avec 2-3 articles au plus, pour que des membres du Parlement ne puissent pas voter oui à certains paragraphes et non à d'autres. Ces lois, sont votées en moins de 48 heures. Tout compte fait, avec la menace explicite que soit elles seraient approuvées, ou sinon, les prochaines tranches de prêts à la Grèce ne seraient pas payées. Et par conséquent, cela signifierait la faillite du pays. Nous avons une loi de 800 pages en un article en novembre 2012, une loi de 300 pages en 2 articles en avril 2013, une loi de 800 pages avec 2 articles en mars 2014. Le pays, on leur a demandé de céder ses biens publics et ses entreprises publiques à des prix très faibles pour rembourser la dette. Une cession qui était faite sans aucune transparence, aucun contrôle par les parlements. Des parlementaires, y compris moi-même, on n'était pas autorisés à voir les documents portant sur ces opérations. À la dernière minute, il y avait des amendements de dernière minute qui assuraient l'impunité pour les personnes responsables de nuire
à l'intérêt public ou à l'économie. Parce que contrairement à la propagande des médias, de la presse, le mémorandum comptait également sur l'appui de responsables corrompus et sur des relations préférentielles entre les membres du pouvoir et l'oligarchie qui a pu bénéficier du démantèlement du secteur public tout en étant protégé des impôts du même ordre. Des lois ont été adoptées non pas par le Parlement, mais par le président de la République qui agissait sur la proposition du gouvernement. C'est soi-disant la loi présidentielle du contenu législatif qui invoquait de manière frauduleuse un état d'urgence imprévu et extrême pour contourner les débats parlementaires. Et je pense que cette expérience peut être très utile pour la France à l'heure d'aujourd'hui, dans un contexte différent, mais avec beaucoup de points communs dans son fonctionnement. Ces politiques ont été promues grâce à la brutalité policière, pas simplement la violence physique, mais aussi des agents chimiques dangereux utilisés par la police contre les manifestants et contre les citoyens dans l'ensemble. Des mesures militaires, je dis bien militaires, celles telles que le fait d'enrôler les personnes qui manifestaient étaient également utilisées pour garantir l'obéissance. Les employés dans le transport naval, dans l'énergie, l'entreprise publique de l'électricité, eh bien, aussi de professeurs qui ne pouvaient pas défendre leurs droits. Et ces personnes ont été enrôlées, c'est-à-dire que leurs services, ils ont dû se mettre à la disposition de l'État parce que leur manifestation était une menace à l'ordre public ou à la santé publique. Pendant tout ce temps, il n'y avait aucun signe de croissance. Plutôt, le pays connaissait la récession la plus longue depuis 7 ans, la plus longue jamais vécue en Europe pendant des temps de paix. La population a dû faire face à une crise humanitaire liée directement aux mesures de sauvegarde, soi-disant. Quant à la dette, elle a augmenté de moins de 120% du PNB avant la sauvegarde à plus de 180% après 3 mémorandums d'accord. Et ce chiffre augmente. Les représentants de la Troïka qui ont rédigé ce protocole monstrueux ont admis publiquement à plusieurs reprises le fait qu'ils avaient des calculs erronés. Ce que veut dire qu'ils ont admis publiquement qu'ils avaient tort en estimant que les mesures et les impôts pourraient aider à faire face à la crise économique et la dette du pays. Mais ceux qui ont admis qu'ils avaient tort continuaient à dire que les mêmes politiques allaient se poursuivre, ce qui montre que l'objet de cette politique n'était jamais de faire face à la crise économique et à la dette, mais plutôt de contrôler un peuple souverain et utiliser sa propriété à d'autres fins. Le 25 janvier en 2015, il y a presque un an, le peuple de la Grèce, grâce à des élections générales, a donné à Syriza quasiment une majorité absolue au Parlement, en donnant ainsi un mandat clair au gouvernement et au Parlement de se débarrasser de ces politiques antidémocratiques et suicidaires et d'exiger un allègement de la dette du pays. Le 4 avril 2015, un comité spécial du Parlement a été mis en place. Il s'agit du comité de la vérité sur la dette publique et de vérifier les évaluations et un audit, une évaluation juridique de la dette. Il a émis un rapport préliminaire en juin 2015. Dans ce rapport, enfin, j'en ai ramené avec moi d'ailleurs, et vous pouvez retrouver des copies à l'entrée. Je pense même que ce document vous a été distribué. Et je vous demande de le garder soigneusement parce que nous ne savons pas combien d'autres copies nous allons pouvoir obtenir. Je suis très heureuse de savoir que le coordinateur scientifique de ce comité, Éric Toussaint, est parmi nous et va parler lors d'une des
prochaine table ronde. Aussi Margot Salomon, le professeur, qui est également membre permanent de notre comité. Eh bien, ce comité a émis un rapport préliminaire du mois de juin qui trouvait que la dette souveraine de la Grèce était, comme je l'ai dit tout à l'heure, illégale, odieuse et intolérable. Il a trouvé que la dette souveraine a été conclue de manière inconstitutionnelle et illégale, en violation des procédures du Parlement et des droits fondamentaux établis par les traités internationaux. Il a trouvé également que les créanciers de la Grèce ont agi en mauvaise foi depuis 2010, en sachant que la charge serait insupportable pour le pays, pour ses prêts, en transformant une dette privée en dette publique pour sauver la France, l'Allemagne et ensuite les banques privées grecques au détriment des peuples grecs qui ont été attaqués par un tsunami d'austérité pour permettre de recapitaliser le système bancaire. Le comité, grâce aux documents dans des dossiers pénaux, ont révélé que le FMI et les États membres, tous les membres de l'Union européenne, savaient depuis mars 2010 que la dette grecque était intolérable, que des mesures contenues dans le premier mémorandum de mai 2010 eh bien, certainement créerait une récession profonde et durable. C'est ainsi que le dit le FMI et la rupture du tissu social. Il a révélé que les banques françaises et allemandes ont profité de leur connaissance s'agissant du fait que cette dette était insoutenable et sont débarrassés des obligations souveraines grecques qu'ils détenaient en 2010-2011 en gagnant ainsi des dizaines de milliards d'euros lorsqu'il y a eu la première réduction. Le rapport a révélé que lorsque les banques grecques, les fonds de la sécurité sociale et 15 000 petits obligataires, déteneurs d'obligations, ont été nuits par ces réductions. Mais il n'y a que les banques privées grecques qui ont été sauvegardées. Le rapport nous montre que, contrairement à la propagande, aux propagandas lancées depuis 2010 dans la presse pour décrire le peuple grec comme étant paresseux et vivant au-delà de leurs moyens, les dépenses publiques en Grèce ont été maintenues bien en dessous de la moyenne européenne dans tous les domaines, sauf dans le domaine de la défense, où une série de cas de corruption majeure impliquant des responsables du gouvernement et des sociétés étrangères ont été révélés. Le rapport a montré également que 92% des prêts accordés à la Grèce dans le contexte du mémorandum ne sont pas réellement accordés à la Grèce, mais redirigés vers les créanciers pour rembourser la soi-disant dette. Le comité est arrivé à ces conclusions grâce aux preuves collectées. Et on doit dire que la seule autorité qui refuse de coopérer pleinement avec le comité, c'était le chef de la Banque centrale nationale de la Grèce qui a refusé de donner au comité les opérations en matière des protocoles d'accord et des prêts qui devaient être accordés à la Grèce dans le cadre du protocole. Eva Joly, vice-présidente du comité fiscal au Parlement européen, on lui a demandé de mener une enquête sur le scandale de LuxLeaks et sur les répercussions de l'évasion fiscale réalisée par des entreprises actives en Grèce et qui tirent profit de système fiscal au Luxembourg et aux Pays-Bas, ce qui a privé la Grèce de plusieurs milliards en revenus fiscaux. Malgré ces révélations, les créanciers de la Grèce ont insisté sur le fait que le peuple de la Grèce continue à payer le prix et rembourser une dette qui a atteint 325 milliards d'euros. Ce qui veut dire que chaque bébé né en Grèce
devait, pendant le premier semestre 2015, 33 500 euros. Une semaine après la publication du rapport préliminaire du comité, et en juin, et le 25 juin notamment, il y avait un ultimatum de 48 heures donné au gouvernement grec par les institutions européennes qui lui demandaient d'accepter, contrairement à la demande générale, accepter donc une série de mesures qui démantèlent davantage les lois sociales en abolissant les garanties de la sécurité sociale et la protection juridique pour les personnes surendettées et en demandant, exigeant la cession des entreprises et des actifs les plus précieux, les aéroports, les infrastructures publiques, tout cela pour rembourser une dette insoutenable et odieuse qui a été mal présentée comme étant soutenable. Le 27 juin, à la demande du gouvernement, un référendum a été décidé par le Parlement et qui devait être tenu le 5 juillet. C'était le premier référendum jamais organisé en Grèce depuis 1995, lorsqu'on a adopté la constitution grecque juste à la fin de la dictature. Pendant la semaine des référendums, des responsables internationaux, y compris le président de la Commission européenne, Juncker, le président du Parlement européen, Schulz, le président de l'Eurogroupe, Dijsselbloem, ils ont fait plusieurs déclarations concernant l'issue du référendum et ils ont parlé de menaces implicites et explicites pour la population si le peuple rejetait les mesures. Il y avait des gouvernements et des responsables internationaux qui sont allés jusqu'à dire qu'un désastre humanitaire se produirait si le vote était un vote du non, et d'autres qui disaient explicitement que le peuple serait puni s'il rejetait les mesures. Le référendum était organisé avec les banques fermées et avec du contrôle des capitaux imposé pendant plus d'1 mois en raison du refus de fournir des liquidités après la décision sur le référendum. C'est là encore une autre tentation d'essayer d'influencer le vote du peuple. Pour la deuxième fois, on a utilisé la liquidité bancaire comme un outil pour modifier des décisions démocratiques. La première occasion, c'était une extorsion contre le Parlement de Chypre en mars 2013. Et pourtant, malgré tout cela, toute cette propagande, toute cette terreur économique, la démocratie a prévalu. Le peuple, par un vote de non de 60 à 62%, ont rejeté les mesures désastreuses 3 jours avant le référendum. Un projet de rapport du FMI était publié qui admettait pour la première fois que la dette grecque était insoutenable, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas continuer à le rembourser sans mettre en péril les droits de l'homme, du peuple et la cohésion sociale. Le rapport était publié le 26 juin 2015 et avait été caché au peuple pendant plus d'1 semaine. Ce qu'il s'est passé après ce vote de non à 62%, ce qui s'est produit ensuite, c'était une honte pour l'Union européenne et une honte pour le monde dans son ensemble, et une honte également pour la démocratie. Les créanciers, y compris les institutions européennes, ont refusé de considérer ce vote du non. Ils ont insisté avec la menace de faire échouer les banques et de créer un désastre humanitaire pour dire que des mesures encore plus sévères que celles proposées à l'origine et rejetées, que ces mesures encore plus sévères soient adoptées. 1 semaine après ce non glorieux et sans équivoque issu par le référendum, le gouvernement a signé des mesures encore pires que celles rejetées par le peuple. Le non du peuple a été transformé en un oui du gouvernement, et avec la menace explicite que la liquidité de la BCE serait fermée, et cela forcerait le pays à quitter la zone euro. Une menace qui est en violation directe des lois de l'euro, comme admis par le vice-président de la BCE quelques mois plus tard. C'est que le gouvernement grec a accepté après ce vote en 2015, c'est que le
Parlement allait légiférer sur un nouveau texte, plusieurs centaines de pages, sans débat. Et cela à une date prédéterminée, dans le cadre d'une procédure d'urgence et avec les banques toujours fermées. De plus, il a accepté que les mémorandums antérieurs étaient anticonstitutionnels, qui réduisaient des retraites et seraient quand même appliqués avec des nouvelles réductions. Cette extorsion a permis plusieurs choses. Mettre en place un accord, le Parlement a aboli des lois votées quelques mois plus tôt et refusé de légiférer sans une approbation des créanciers. C'est ce qui est dit explicitement dans les déclarations faites le 12 juillet. Une autre loi de plusieurs centaines de pages avec un seul article a été adoptée le 15 juillet, au moins de 24 heures, suite aux déclarations lors du sommet européen. Une loi de 1000 pages en 3 articles a été adoptée le 22 juillet 2015, au moins de 24 heures. Cela inclut en un seul article 1008 articles du Code de la procédure civile grecque, un code qui a aussi été rejeté en décembre 2015 par un vote de non à hauteur de 93% par un référendum, par un comité d'avocats. Cela a été obtenu par le gouvernement précédent et a été amené devant le Parlement par un ministre de la Justice du gouvernement Tsipras, qui était un des opposants. Il a signé, il a introduit la loi en disant publiquement qu'il n'était pas d'accord avec ces dispositions, mais il ne voit aucune autre alternative pour empêcher la faillite de banque. Et on lui a demandé si on pouvait faire quelques amendements. Et il a déclaré officiellement que malheureusement, les créanciers ne permettaient pas au Parlement de faire des amendements à cette loi. Après la signature du 3e mémorandum au milieu du mois d'août, une autre loi de 400 pages a été adoptée en août, en 24 heures, avec le Parlement, qui a dû rouvrir au milieu de la période de vacances d'été. Juste après la proclamation des référendums, des créanciers disaient sans cesse que la confiance entre la Grèce et les créanciers était mise à bas, en suggérant ainsi que la décision même d'organiser le référendum et l'exercice le vote du peuple montrait qu'il y avait on a mis fin à ce climat de confiance. Par conséquent, le représentant de la Commission européenne a dit très clairement ensuite que la confiance a été remise en place et relier donc la confiance à l'abolition de procédures parlementaires et démocratiques et la violation du mandat populaire. Des déclarations faites par l'Eurogroupe au mois de juillet et août ont exclu explicitement toute discussion concernant l'abandon de créances. En même temps, des prêts pour 86 milliards ont été accordés à la Grèce et maintenant chaque bébé né en Grèce doit 41 000 €. Le Parlement a légiféré sous la coercion. Et après ces lois atroces, ils ont pu attester du fait qu'une grande partie du gouvernement Syriza, y compris moi-même en tant que présidente du Parlement et 2 vice-présidents, et le président des 4 comités parlementaires ont refusé de voter, d'adopter la législation. Et un 3e mémorandum. Le gouvernement, en accord avec le président de la République et les créanciers, ont contourné le Parlement et les présidents du Parlement. En dissolvant le Parlement,
pour rechercher ce qu'ils décrivaient comme étant une majorité plus stable pour mettre en œuvre les mesures rejetées par le peuple. Des élections ont été proclamées le 28 août pour être organisées le 20 septembre 2015. Et Syriza, le parti qui avait demandé à avoir l'opportunité de se débarrasser de ce mémorandum, eh bien maintenant demander une deuxième chance pour les mettre en œuvre. Pour la première fois, en plus de 5 ans, les créanciers étaient heureux de l'organisation des élections en Grèce, avec bonne raison. Comme je l'ai dit auparavant, quasiment 50% des votants se sont abstenus, 45,5% ne sont même pas allés voter, et 2,5% ont voté blanc ou un vote invalide, un taux d'abstention sans précédent depuis 40 ans. La plupart des membres du Parlement, du gouvernement de Syriza, qui étaient contre, ne sont pas présentés à ces élections où ils ont essayé de former une coalition sous le nom Unité populaire en moins d'une semaine. Évidemment, il leur a manqué 7000 voix pour être introduits au Parlement. Pendant cette période d'élection, le 10 septembre, on a voté dans l'Assemblée générale des Nations unies pour établir des principes visant à protéger les États surendettés contre les pratiques abusives de la part des créanciers. Malgré le fait que c'était des principes qui protégeaient largement la Grèce. La Grèce n'a pas voté. C'était le cas pour la plupart des membres de l'Union européenne, sous une pression constante de la part de la Commission européenne, qui agissait clairement dans un cas de conflit d'intérêts. L'Allemagne et le Royaume-Uni, ils ont voté contre ces principes, qui sont cependant adoptés par une grande majorité des membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est intéressant de noter comment l'Allemagne, un pays qui a bénéficié de l'abandon de presque la moitié de sa dette en 1953, un pays qui n'a toujours pas remboursé les réparations à la Grèce, dette qui n'a pas été abandonnée. Depuis la Deuxième Guerre mondiale et ses atrocités, des réparations qui doivent atteindre 268 et 340 milliards d'euros, jouent un rôle actif en utilisant les dettes d'État contre des pays économiquement plus faibles, des États plus faibles, pour promouvoir ce nouveau type d'esclavagisme économique. Juste après les élections et juste avant que le nouveau Parlement ait été convoqué, le comité sur la vérité de la dette s'est réuni comme prévu et a rendu son rapport analysant la nature illégitime, illégale et odieuse du troisième protocole d'accord et cette nouvelle dette absolument insoutenable. Également, depuis les élections de septembre, la réduction des processus démocratiques est de plus en plus forte. Des actes présidentiels de teneur législative sont émis de plus en plus fréquemment. Le Parlement ne légifère que en urgence ou quasiment et toujours pour répondre aux besoins pressants des créanciers. La législation adoptée ou proposée depuis 3 mois comprend l'abolition de la protection aux foyers surendettés, cession des banques nationales, cession de ce qui reste de nos actifs publics, de nos infrastructures et de nos entreprises, une nouvelle série de réductions des retraites, 12e de ce type, et une nouvelle cotisation à la sécurité sociale qui rend invivable la vie des jeunes travailleurs, des indépendants et des agriculteurs, tous soumis à des régimes différents et tous en lutte. Les membres du parti au pouvoir qui s'opposent à ces mesures se voient retirer leur siège et s'ils ne votent pas pour ces mesures et ne rendent pas leur siège, sont éjectés de leur parti. C'était les pratiques du
parti au pouvoir précédemment, lorsqu'il s'agissait des mesures référendaires, cette pratique avait été critiquée fortement par Syriza. Pourtant, Syriza met en œuvre ces mêmes pratiques. Ce qu'on a annoncé comme le programme parallèle pour protéger les faibles a été proposé et retiré par le gouvernement sous pression des créanciers, et la comité sur la vérité, pour la vérité sur la dette publique a été persécuté à plusieurs reprises. Les rapports ont été retirés du site web parlementaire, bureaux fermés, travaux déclarés achevés avant qu'ils aient été finis sous décret du nouveau président du Parlement, qui tente aussi actuellement de confisquer leurs biens personnels et leurs archives. Lundi, on tentera de confisquer les archives des membres de ce comité avec l'aide de la police, comme je l'ai lu dans une lettre adressée à moi par le président du Parlement. La société, de son côté, soutient fortement ce comité pour la vérité sur la dette publique. Et un Grec est venu proposer d'abriter les travaux de ce comité dans son propre bureau, mais la société est en proie au désespoir. On demande aux Grecs de faire le deuil de leur dignité et d'accepter qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qu'on lui impose. Et c'est justement le parti qui a été élu parce qu'il promettait un avenir meilleur qui impose ces mesures. Les créanciers sont de plus en plus satisfaits, malgré le fait que on assiste à la faillite des principes qui sous-tendent la création de l'Union européenne. La démocratie, la paix, la justice sociale, le respect des droits de l'homme et la dignité humaine, la prospérité des peuples et des sociétés d'Europe. La récession se poursuit et la dette du pays est estimée à 200% du PIB d'ici à 2 ans, selon les rapports du FMI. Les protocoles d'accord ne sont pas des solutions de sautage, ce sont des arrêtés de mort pour les Grecs et pour les Européens. Ces protocoles d'accord représentent et préparent la voie pour un coup contre la démocratie. Ils font la promotion d'un régime totalitaire qui utilise les banques et les liquidités de la même manière que on a utilisé les armes dans les périodes précédentes. C'est un régime qui sera renversé par les Européens et leurs représentants élus ou qui régnera en Europe et viendra remplacer les acquis européens en matière de droits de l'homme et de la démocratie, qui ne peuvent seulement s'enraciner dans le respect des libertés humaines, des vies humaines et de la dignité humaine. Personne ne peut prétendre ne pas comprendre ce qui est à l'œuvre en Europe, et les représentants du peuple ne peuvent pas faire semblant de n'avoir aucun choix et de n'avoir aucune solution de recours. Renoncer à la souveraineté, à la règle de droit et aux droits fondamentaux humains ne sont pas un choix viable. On ne peut pas sacrifier des générations entières aux intérêts des banques et des banquiers. C'est impossible. Violer le mandat public pour satisfaire les créanciers, ça ne peut pas être un choix acceptable. Au contraire, nous avons le devoir et l'obligation démocratique, nous avons le choix, nous pouvons décider, nous pouvons exiger l'établissement d'un processus d'audit de la dette, non seulement comme une obligation des gouvernements en place, selon la réglementation européenne 472, qui n'a jamais été respectée par aucun gouvernement d'Europe, mais l'exiger en tant que droit du peuple souverain, qui a le droit de savoir comment cette dette a été créée, qui a le droit de refuser de payer cette dette qui ne lui revient pas, c'est-à-dire une dette qui n'a pas été créée pour le peuple et pour l'État. Il faut établir un corpus de droits souverains de refuser de payer, de rembourser cette dette avant l'audit. Il faut
obliger les autres États et les institutions de respecter ce droit et de ne pas agir de manière contraignante pour obtenir le remboursement de cette dette. Il faut pouvoir étudier la nature de cette dette en public. Il faut établir des normes pour l'indépendance, la compétence, l'impartialité et la représentativité des membres de cette commission d'audit de la dette. Cette commission doit être internationale. Doivent y siéger des experts, des représentants de la société impliqués dans le travail d'audit et dans les processus de transparence. La structure et l'expérience de ces membres doivent servir de modèle tel qu'il existe en Grèce. Il faut obliger tous les États et les institutions internationales à coopérer avec le comité d'audit de la dette. Il faut prévoir des pénalités en cas de non-coopération. Il faut envisager des processus de responsabilisation et mettre en œuvre ces processus si jamais quelqu'un sciemment agit en contravention de ses obligations et de manière à attenter aux droits du peuple. Il faut que le système bancaire soit soumis à des règles démocratiques, alors que le pouvoir des banques est devenu complètement indépendant, au fonctionnement opaque, sans légitimité et sans supervision publique. C'est inadmissible dans une société démocratique. Les bureaucrates, les banquiers ne peuvent pas venir remplacer, ils ne peuvent pas non plus contrôler les représentants élus du peuple, ils ne peuvent pas dicter des politiques, et ils ne peuvent pas non plus manipuler les législateurs, ils ne peuvent pas usurper les mandats des élus. Le contrôle démocratique sur le système bancaire, ça veut dire une transparence dans la prise de décision, la subordination du système bancaire aux représentants démocratiquement élus du peuple et aux institutions démocratiques, la détention publique et le contrôle public des banques et des banques aussi bien centrales qu'internationales. Lorsqu'il s'agit de la dépense publique, il doit y avoir une campagne pan-européenne pour limiter la dépense militaire. Le désarmement doit devenir une priorité et la réduction des dépenses pour l'armement doit faire partie de notre ordre du jour. Je vous donne l'exemple de la Grèce qui, pendant des décennies, a dépensé des sommes colossales pour s'armer et qui n'a finalement fait que promouvoir la corruption entre ses élus et les marchands d'armes internationaux, toujours prêts à nous livrer des produits défectueux. Nous sommes dans l'obligation de faire la promotion et de renforcer la transparence et de lutter contre la corruption par la législation adéquate qui permettra de garantir l'égalité fiscale. Il faut que la justice soit digne de ce nom, que les responsables rendent des comptes de leur politique et de leur gouvernance. La justice est intolérable et empoisonne la société. La responsabilité doit être assurée, la reddition des comptes doit être assurée. Lorsque l'on met son pays en dette, on doit répondre de ses actes. Il faut renforcer les procédures démocratiques, les référendums et établir le respect universel obligatoire de leurs issues. Il faut une nouvelle forme de participation pour les citoyens, surtout pour les jeunes, dans la prise de décision et dans la supervision des décisions. Notre plan B doit être intégré à notre ordre du jour. Il faut tirer parti des connaissances, des compétences et des idées de ceux-là même qui ont été marginalisés par le passé. Notre jeunesse qui doit jouer un rôle important dans l'élaboration de nos propositions. Il faut promouvoir une conférence internationale européenne sur la dette. Il faut sans cesse élargir nos horizons et notre ordre du jour, étendre notre ordre du jour. Le message que nous souhaitons diffuser doit être
Nous ne nous rendons pas, nous ne sommes pas prêts à sacrifier la démocratie, nous ne sommes pas prêts à sacrifier nos droits, nous ne sommes pas prêts à sacrifier nos libertés. Nous ne renonçons pas à notre dignité, nous ne renonçons pas ni à nos vies, ni à nos pays, ni à l'Europe. Nous n'allons rien céder ni aux bureaucrates, ni aux banquiers. Nous revendiquons ce qui nous revient de droit et nous gagnerons. Merci.